Bonsoir tout le monde. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très content d'être là parmi vous. Toujours content de parler d'intelligence artificielle. Avec l'image, ce sera mieux. Tadam. Et du coup, c'est moi qui joue. Super. Alors, je m'appelle Christophe. J'ai un passé de chercheur en intelligence artificielle. À une époque où on ne revendiquait pas l'intelligence artificielle, on le cachait plutôt, c'était le fameux hiver de l'IA. Après ça, j'ai eu plusieurs expériences en tant qu'entrepreneur dans des startups. On faisait de l'IA, mais on ne le disait pas. J'aurais peut-être dû, j'aurais levé plus de fonds, probablement. Les conseils, note pour plus tard. Et maintenant, je suis manager chez Kinaps. Kinaps, c'est un cabinet de conseil d'une ESN qui s'appelle Open. Et on aide les entreprises autour de leurs problématiques data science, transformation digitale. Et moi, je m'occupe de toute la partie IA. N'hésitez pas à prendre mes coordonnées. J'aime bien interagir sur les sujets d'IA, l'impact de l'IA dans les sociétés, dans les entreprises. Et malheureusement, je pense que je devrais m'éclipser assez vite à la fin. Donc, si vous avez des questions, je suis plutôt réactif sur Twitter. Alors, ce soir, je voulais parler de l'intelligence artificielle comme moi, je la vis au quotidien dans des grands groupes ou des startups. Et ce que je constate tous les jours, c'est qu'on est un peu tous schizophrènes avec l'IA. D'un côté, si on écoute la presse, ou si on s'écoute l'IA, c'est ça, c'est génial. Ça fait des milliards de choses, ça fait des robots qui permettent d'anticiper nos besoins, qui sont là, qui sont empathiques, qui sont là pour nous aider, qui sont capables de s'adapter. Alors ça, c'est pour les gamers, ils ont reconnu un jeu vidéo, mais c'est un peu ça qu'on voit dans la presse. Puis après, une fois que vous avez eu la presse, vous allez au boulot à l'école, et l'intelligence artificielle vue par les entreprises, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu un projet Manhattan, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une salle, un étage, des scientifiques, des data scientists et d'autres compétences assez bizarres, puis on espère qu'il va en ressortir quelque chose. On espère que ça va marcher. On sait qu'il faut y aller maintenant, un peu comme le projet Manhattan. Il faut y aller maintenant parce qu'il y a un enjeu stratégique à y aller, mais on ne sait pas trop ce qu'on va en tirer. Et quand je dis qu'on est un peu schizophrène avec l'IA, c'est que dans la même journée, vous pouvez passer par les deux phases. Des moments où « Ah, c'est génial, on va tout faire », puis d'autres « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? Et bien moi, je voulais vous parler de ça ce soir avec un point de vue un peu plus peut-être sociétal, un peu plus peut-être business. Et finalement, si on parle autant de l'intelligence artificielle en ce moment, si tout d'un coup, tous les médias en parlent, on peut se demander pourquoi. Alors évidemment, tout le monde vous le dit, on parle de l'IA maintenant parce qu'on peut faire des calculs de dingue, on a une puissance de calcul qu'on n'a jamais eue. En plus, c'est dans le cloud, vous cliquez sur quelques boutons, vous avez moyen de programmer des choses incroyables. On dit aussi que c'est parce qu'on a une explosion des données disponibles. Et oui, le fameux big data, toutes nos applis génèrent de la data qui est elle-même utilisable, toutes les traces. Mais je pense, ce qui fait qu'on parle autant d'intelligence artificielle maintenant, c'est aussi pour cette troisième raison, c'est que je n'avais jamais vu, en tout cas dans mon expérience professionnelle et même en dehors de l'expérience professionnelle, une telle volonté pour les organisations d'automatiser. Il y a quelques années, on faisait des fameux POC, on se disait on va essayer des trucs dans des coins. Puis si ça marche, peut-être qu'on déploiera. Maintenant, on se dit, je veux automatiser telle ou telle chose. On y va franchement. Quand on parle, par exemple, des étudiants, qu'on va déterminer avec des algos s'ils vont ou pas dans telle ou telle école, si les recrutements sont faits avec des algos prédictifs, si demain, vous avez un conseiller bancaire qui est complètement digitalisé, vous comprenez bien qu'on est en train de tout digitaliser, un terme que j'aime pas, mais c'est l'idée de, on veut automatiser tout ou partie. Et donc, c'est ce faisceau de trois causes qui fait qu'on parle beaucoup d'IA, que les entreprises disent, faut y aller, et on ne sait pas forcément comment. Alors, l'intelligence artificielle, vous le savez probablement, ça date des années 50. C'est un truc à papa, c'est assez vieux. Je trouve ce qui est intéressant de regarder ce soir, c'est pas forcément tout le champ de l'intelligence artificielle. Alors, la définition la plus communément admise de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques et technologies, qui permettent de résoudre des problèmes complexes en s'inspirant de l'humain. Alors vous voyez qu'avec cette acception-là, on peut aller très très loin, d'où les réseaux de neurones, d'où les systèmes experts qui étaient des technos un peu moins utilisés maintenant, mais toujours très, très utilisés. Ce que je trouve intéressant d'observer, c'est pas l'IA qu'on faisait il y a 10 ans, c'est pas l'IA qu'on faisait il y a 20 ans et même avant cela, c'est de se dire finalement pourquoi on utilise cette IA. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on va développer ce qu'on appelle des solutions cognitives. Les solutions cognitives, ça opposé à l'informatique industrielle, l'informatique bureautique ou l'informatique de gestion. Les solutions cognitives, c'est des applications où vous allez déployer une partie de l'expertise de l'entreprise. Par exemple, dans un chatbot, vous allez mettre une partie de votre relation client. Par exemple, dans un CRM, vous allez mettre un algo prédictif pour scorer les personnes. C'est votre savoir-faire des commerciaux.
Et en fait, dans l'entreprise, on déploie plein de petites solutions cognitives. Alors, c'est le terme consacré pour ces solutions-là. Et je pense que ça, c'est nouveau. Et donc, cette spécificité des solutions cognitives, c'est de se dire, c'est des techniques d'intelligence artificielle appliquées pour un usage donné, en s'appuyant sur l'expertise de l'entreprise. Et ça, c'est quand même assez nouveau de déployer de plus en plus son expertise dans des logiciels, pour être pragmatique, parfois même dans le cloud. Alors la promesse de ces solutions cognitives, vous le voyez très bien, c'est analyser plus de données, la présentation d'avant le montrait bien, automatiser des tâches fastidieuses, ça c'est une des promesses de l'IA, on en rêve tous, et c'est assister de plus en plus avec des robots. Vous en entendez, je pense, tout le temps dans les médias, où on dit, bah, tiens, telle tâche, on va l'automatiser. Vous entendez souvent probablement parler du Crédit Mutuel qui déploie Watson à grand renfort de communiqués de presse pour automatiser toute la banque de demain. Donc là, vous avez un peu le triptyque des promesses de l'IA. Alors, pardon pour le schéma un peu complexe peut-être, mais je voulais vous montrer ça parce que ça permet de repositionner les solutions cognitives finalement dans un peu l'entreprise. D'un côté, on a le big data ou le smart data, vous l'appelez comme vous voulez, c'est toutes les données qu'on capte. Ça, c'est bien connu, c'était pas mal la mode. Toutes ces données, bien sûr, elles sont là. L'intelligence artificielle, ça permet de construire des modèles à partir de ces données. Vous avez deux moyens de faire ces modèles, soit avec l'IA statistique, c'est-à-dire le machine learning, vous allez par approche statistique construire un modèle, soit avec l'IA symbolique, qui est à droite, vous allez construire ces modèles. Dans tous les cas, le modèle que vous allez construire, vous allez l'utiliser. Vous ne faites pas un modèle pour qu'il reste sur une machine. Et celui-là, vous allez le mettre dans une solution cognitive. Par exemple, vous faites un modèle pour détecter les intentions, comme on en a parlé juste avant en NLP, en analyse du langage naturel, que vous déployez dans un chatbot. Ce qui est intéressant de voir avec ces solutions cognitives, c'est que d'une part, on déploie un modèle de notre expertise dedans, mais celui-là même, en étant utilisé par des utilisateurs, va générer de la data. Et là, vous avez un espèce de cercle vertueux où plus vous utilisez ces solutions-là, plus vous avez finalement digitalisé votre système, votre expertise, plus vous avez de la data. Donc ça se nourrit, ça se nourrit, ça se nourrit. Alors bien sûr, les techniques d'IA, elles se sont développées. Alors, vous avez en haut toutes les l'IA, le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est avec les logiques inductives, donc avec des résultats inexploitables ou difficilement exploitables, ça fait une bonne transition. Donc là, vous avez tous les buzzwords du moment, l'apprentissage supervisé, semi-supervisé, tout ce qui est transfer learning, c'est apprentissage par transfert, renforcement. Et vous avez tout le champ de l'IA plus symbolique, qu'on utilise toujours beaucoup, qui est de dire l'expertise, je ne vais pas la prendre dans mes données, je ne vais pas essayer de la reconstruire à partir des données que j'ai en exemple, mais je vais plutôt la prendre en interrogeant des experts. Alors cette slide-là, c'est pour vous montrer un petit peu le top des solutions cognitives qu'on déploie chez nos clients, celles qui sont le plus utilisées. Vous avez des choses qui vous paraissent peut-être pas forcément évidentes, mais par exemple le trip mail automatique. C'est pas rare encore aujourd'hui d'avoir des entreprises, des personnes qui à longueur de journée trient des mails à la main. Je connais des entreprises, c'est des dizaines de personnes qui font ça. Je ne parle pas de répondre, hein, trier. Donc là, vous avez des solutions qui combinent plusieurs techniques d'IA, une solution cognitive, c'est-à-dire que ça va trier les mails automatiquement, ça va faire une réponse, ça va interagir avec la personne en disant « Ah, tu m'as demandé de rééditer ta facture, tu ne m'as pas donné ton numéro de client. » Bon, dans l'entreprise, on vous voit, mais hop, il manque le numéro de client, si tu me le donnes, je te donne la facture. Après, vous avez les chatbots, les fameux chatbots. Beaucoup de demandes pour les robots d'accueil. Je pense que ceux qui ont été à Vivatech, ils en ont vu, ils ont peut-être marché sur des papers qui étaient lâchés un peu partout. C'est le grand boom des enceintes connectées. D'ailleurs, Amazon vient de lancer les siennes en France. Donc ça, je dirais que c'est la partie visible de l'iceberg. Après, il y a l'IA un peu plus classique, avec l'aide à la décision, scoring client, là on est plus dans les départements marketing. Et ce qui marche beaucoup en ce moment, enfin ce pourquoi en tout cas on a beaucoup de demandes, c'est tout ce qui est traitement de l'image, traitement du signal, traitement du son. Et puis bien sûr, traitement du texte avec la génération de texte ou de la compréhension de texte. Donc là, c'est un petit peu un top, un classement des solutions cognitives qu'on voit. Je pense que vous pouvez cocher les cases, vous en avez déjà croisé pas mal. Alors, si on va un peu plus loin, une fois qu'on sait qu'on va faire des solutions cognitives, moi ce que j'ai coutume de dire aux personnes qu'on accompagne, c'est que quand on arrive au niveau des techniques, finalement on peut voir les techniques d'IA comme des briques interchangeables. Par exemple, si on prend un chatbot, un agent conversationnel, vous allez avoir une brique pour comprendre les intentions, dans une autre brique vous allez décrire les conversations, dans une autre brique vous allez faire de la génération de texte et ainsi de suite. Donc finalement, du point de vue de la technique, dans ces solutions cognitives, c'est assembler ces briques.
Et le marché est devenu à un certain niveau de maturité qui fait que toutes ces briques, vous allez soit les trouver chez des éditeurs, soit vous allez les trouver chez les grands fournisseurs que sont IBM, Microsoft et autres. Et vous allez pouvoir, à moindre coût, enfin en tout cas, s'il y en a qui sont étudiants, je pense qu'il y en a pas mal dans la salle, c'est très très facile d'assembler une chaîne de valeur avec ces briques. C'est pas très loin de jouer avec les Lego. En plus, on arrive à un tel niveau de maturité que vous pouvez interchanger les services d'une solution à une autre. Vous prenez une analyse chez Watson, vous allez trouver la même chez Microsoft Cognitive. Ça, c'est un point important pour la suite, pourquoi je vous montre cette idée de briques et cette idée de fournisseur. Alors, j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, et qui est finalement le titre de l'intervention. D'un côté, on a l'intelligence artificielle avec des promesses incroyables. L'IA, des plus grandes promesses qu'on voit dans la presse, c'est d'appréhender l'homme de manière holistique, c'est-à-dire dans toute sa complexité. C'est-à-dire que je vais pouvoir comprendre ses goûts, c'est ce que fait Facebook, quels sont vos centres d'intérêt, quelles vos préférences politiques. À partir de toutes les traces que vous allez donner, je vais pouvoir presque anticiper l'ensemble de vos besoins. Ça, c'est la promesse, c'est-à-dire je suis un individu, mais qui a une somme de signaux et de data. Une des promesses de l'IA, c'est la fin des tâches fastidieuses. Ça, on l'a dit au début, on le dit toujours. On nous dit, on va automatiser, vous allez voir, pour aller au boulot, ça va être absolument génial, parce que tout va être cool, vous aurez juste des tâches de créativité. Bon, si vous allez dans l'entreprise, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de clics-boutons très pénibles. Avec l'IA, on nous promet également un âge d'or économique incroyable, une croissance au moins avec 2 chiffres. Ça va être absolument génial. Toutes les entreprises dans tous les pays vont absolument exploser leurs chiffres. Et on nous promet aussi, grâce à l'intelligence artificielle, des applications de plus en plus empathiques. C'est-à-dire empathique, c'est qui comprend ce qu'on aime, pourquoi on le veut, et qui peut être capable d'anticiper. J'ai mis l'image du film Heure, je pense que vous l'avez tous vu. Il y a un article qui a circulé ces derniers temps sur les images qui sont utilisées pour illustrer les articles, mais à chaque fois on nous convoque soit des figures comme le film Heure, soit des robots de science-fiction avec des cerveaux, Pour ceux qui pratiquent l'IA de près ou de loin, on est très loin de ça, et c'est plutôt souvent des scripts Python d'ailleurs. Mais je trouvais intéressant de prendre cette image de Heure parce que je trouve qu'elle cristallise tout ce qu'on projette dans l'IA, toutes ces promesses. On rêve tous de cet assistant personnel qui va gérer nos problèmes, qui va prendre les rendez-vous pour nous. Mais malheureusement, la réalité des usages, elle est différente aujourd'hui, et c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, et après on verra qu'il n'est pas trop tard, mais ce que moi je constate au quotidien des entreprises, c'est qu'il y a une vraie angoisse sur le recyclage des compétences. On nous dit, oui, avec l'IA, on va automatiser certaines tâches. Mais quid de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Et je vous assure, c'est que même si on entend que oui, ça crée des emplois, il y a une vraie angoisse. Les gens ne sont pas accompagnés là-dessus. Donc je pense qu'il faut en être conscient. Je crois que la moyenne d'âge est assez basse ici. Imaginez-vous, dans 20-30 ans, vous entendez à longueur de journée que l'IA va piquer votre job. Vous ne savez pas que vous pouvez refaire des formations du jour au lendemain. Il y a quand même une angoisse, et je pense qu'elle est légitime. Avec l'IA, tous les actes sur les plateformes sont complètement stéréotypés. Je m'explique. À force de chercher à optimiser au maximum les process, pour ceux qui ont fait un peu d'études marketing ou qui savent ce que c'est un funnel de conversion, ou qui ont essayé de s'amuser à vendre des choses sur le web, rien ne ressemble plus à une plateforme d'e-commerce qu'une autre plateforme d'e-commerce. Je trouve que l'expérience d'achat est absolument pauvre. Je me suis amusé à faire une expérience à titre perso, je pensais à une conversation tout à l'heure sur la musique, de comparer l'expérience sur un Spotify, sur un Apple Music ou sur les autres plateformes. Je trouve ça hyper pauvre. À force de penser toute l'expérience utilisateur au travers d'un acte de conversion, c'est-à-dire qu'il doit cliquer, il doit consommer le produit, on s'aperçoit qu'on a des expériences utilisateurs qui sont, je trouve, hyper pauvres. Pour le troisième point, c'est qu'avec ces techniques d'IA qui permettent d'avoir énormément d'informations sur la personne, en même temps, on connaît de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, on a des plateformes qui nous rendent de plus en plus captifs. Et donc l'IA est utilisée pour ça. C'est-à-dire que la plupart des plateformes que vous utilisez, moi l'exemple que je prends toujours, la plateforme la plus addictive du moment, c'est Netflix. Il y en a plein qui font oui de la tête. C'est redoutable. C'est redoutable à quel point ils connaissent ce qu'on aime, ce qu'on va aimer, à quelle fréquence et à quel point ils nous rendent captifs. Après, ce que je constate aussi, c'est un socle technologique qui s'appauvrit. La plupart, la face visible de l'iceberg, c'est ce que proposent les grands éditeurs, que sont Microsoft, IBM et consorts. Et on voit que leur catalogue fonctionnel a tendance à s'appauvrir.
Et donc, si le catalogue fonctionnel s'appauvrit, ça veut dire que les Lego avec lesquels vous allez jouer, les pièces vont se réduire. C'est-à-dire que si on pousse à l'extrême, demain, vous allez tous jouer avec des briques de Lego rouges qui auront la même forme. Donc, on voit que ce socle, il s'appauvrit de plus en plus. Moi, j'ai vu des services qui ont disparu sur certaines de ces grandes plateformes. Alors qu'on a des éditeurs en France ailleurs qui sont absolument incroyables, je ne dis pas ça que pour Golem, qui sont incroyables mais qui ne sont pas forcément visibles. Et donc, si vous faites uniquement attention au message, on va prendre l'exemple le plus connu de Watson qui est déployé au Crédit Mutuel. Si vous dites demain, je veux faire de l'IA, je dois passer par Watson et le faire comme Watson le dit, vous risquez d'avoir une certaine vision un peu particulière. À cause de l'IA, on a des individus qui sont montés les uns contre les autres. Et oui, une des promesses de l'IA, je vous disais, c'est d'avoir une vision holistique. Donc vous avez de plus en plus de systèmes mutuels comme les assurances qui passent de la segmentation, qui proposait des prix à un segment, à l'hypersegmentation, mais à force d'hypersegmenter, vous n'allez plus avoir le même prix que votre voisin. Vous n'allez plus avoir la même expérience que votre voisin. Donc au bout d'un moment, vous allez être de plus en plus un individu. Et toutes les approches un peu mutualistes ont tendance à partir. Et une petite parenthèse, avec toutes les promesses de l'IA, je suis quand même très étonné qu'on n'ait pas d'autres projets comme Wikipédia. Je pense que pour la plupart des gens qui sont ici, Wikipédia, c'est une évidence. Et pourtant, le potentiel technologique qu'on a maintenant permettrait, je pense, de créer des projets qui sont beaucoup plus impactants et importants que Wikipédia. Mais ils n'émergent pas. Et puis enfin, le dernier point, c'est le bilan écologique qui est inquiétant, je trouve. On ne s'interroge pas forcément, mais on lance beaucoup de choses, il y a des plateformes qui consomment beaucoup. On n'a pas forcément cette sensibilité-là, pourtant on devrait peut-être s'interroger là-dessus. Alors là, c'était le côté négatif. Pour conclure, j'ai ressorti des images de mai 68. Alors j'étais pas né, mais je les trouve intéressantes, ces images, puis cette saison. Je pense que par rapport à l'intelligence artificielle, et ça va être votre rôle, et c'est ça qui est important, que ce soit à titre personnel, à titre de citoyen ou dans les entreprises, il faut absolument favoriser la diversité. Ça me paraît extrêmement clé. La diversité, évidemment, des sexes. Les filières scientifiques sont désertées par les femmes. Donc dans les entreprises comme la mienne, quand on veut recruter, on a beaucoup de mal à avoir des femmes. Ça pose quand même un problème que les IA et que les produits qui utilisent de l'IA soient faits souvent quand même par des hommes blancs, pour des hommes blancs qui vivent dans l'hémisphère nord. C'est un réel problème. Mais au-delà de la diversité des sexes, aussi la diversité des usages. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on nous propose. Si vous reprenez la métaphore des Lego, avec ces briques-là, vous pouvez inventer des choses incroyables. Aujourd'hui, on invente tous les jours des nouveaux usages. Et ça, personne ne sait mieux que vous quels nouveaux usages on peut couvrir. Et ça ne doit pas être dicté par les fournisseurs de techno en disant j'ai un algo qui fait que ça. Il faut favoriser l'appropriation de nouvelles technologies. Moi, je suis effaré de voir à quel point les gens s'interdisent d'utiliser l'intelligence artificielle ou même d'imaginer l'utiliser sans comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'est le deep learning, donc je n'envisage pas une solution. Ce serait comme dire, je ne sais pas comment marche un moteur à explosion, donc je m'interdis d'imaginer un nouveau système de transport urbain. Je peux très bien imaginer un véhicule sans comprendre comment marche le moteur à explosion. Ce qui est important, c'est l'usage. Après, il y a des compétences qui vont arriver, il y a des experts. Mais il y a toujours ce frein. Donc je pense qu'il faut favoriser l'appropriation de ces nouvelles technos. Dans la conception, il faut évidemment placer l'homme au cœur des usages. Comme je dis à tous nos clients, personne ne sait mieux que les métiers, les opérationnels, ce qu'il faut faire avec l'IA. Quand vous dites, vous allez voir un département marketing ou des opérationnels ou un service support, vous allez dire on va automatiser certaines choses, on va traiter certaines données, ils savent très bien ce qui pourrait être fait ou ce qui devrait être amélioré. Il faut lancer maintenant un vaste débat, c'est pour ça que je suis content d'être là ce soir, je pense que vous êtes là aussi pour ça, c'est en discuter, à quoi ça sert, quelles limites on se met. Moi je suis toujours effaré quand on dit qu'il faut mettre de l'éthique dans les algos. L'éthique ça ne se code pas, l'éthique elle se met dans les usages, on peut s'interdire certaines choses. L'IA c'est un ensemble de techniques, avec les techniques on peut faire plein de choses, c'est une question de ce qu'on va en faire. Et le dernier point, c'est la bouteille à la mer, je pense qu'on devrait utiliser l'IA pour attaquer les sujets qui sont vraiment importants. Tout à l'heure je parlais du bilan écologique. Peut-être qu'on pourrait utiliser toutes ces techniques, cette puissance de calcul, ces savoir-faire pour attaquer des sujets comme l'écologie, comme l'environnement, comme la crise migratoire, comme les problèmes de carbone, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, vous pouvez utiliser l'IA pour prédire les scores de la Coupe du Monde si vous voulez. Je sais que c'est important pour certains, mais je pense qu'il y a des vrais sujets importants et il suffit de s'en saisir assez facilement. Voilà ce que je vais vous raconter ce soir. Si vous avez des questions ? Des
des questions peut-être? Ça vous a tous assommé? Ah. D'abord au fond, je crois. Bon, allez, pour aller un petit coup dans le côté négatif, l'homme n'a jamais créé de technologie sans en abuser quand il le pouvait. Même s'il n'y aura pas forcément d'apocalypse nucléaire, il y a eu Hiroshima. Quel sera Hiroshima de l'intelligence artificielle à votre avis? On n'en sait rien, bien évidemment. Je pense que c'est ce que moi je vis comme l'Hiroshima, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'Hiroshima, mais le plus gros problème, c'est le manque de diversité. De ceux qui le font, des usages qu'on porte et de la finalité. Pour moi, c'est le truc qui m'obsède le plus, de voir d'un côté la capacité qu'on a et de l'utiliser de cette manière-là. Donc est-ce qu'il y aura un Hiroshima, toujours le débat des robots tueurs et autres, Une chose est sûre, c'est que l'IA étant une technique, comme toutes les techniques, ça permet de donner à l'homme un bras beaucoup plus long et d'avoir un impact beaucoup plus fort. Donc on dit intelligence artificielle, c'est un très mauvais terme, c'est peut-être un artifice d'intelligence comme certains le disent, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est surtout de la bêtise artificielle, c'est-à-dire que si on a si par exemple, un exemple concret, si demain je dis je veux faire un algo prédictif pour recruter les gens dans mon entreprise et je me base sur les 20 ans que j'ai recrutés, mais que pendant 20 ans j'avais un biais où je ne recrutais pas certaines personnes, l'IA va le reproduire, elle n'a pas de raison d'aller plus loin. Donc le problème de l'IA, c'est que ça amplifie ce qu'on fait, le bien comme le mal. Alors un Hiroshima de l'IA, en fait le plus impactant, c'est l'automatisation. Donc l'IA accélère ça. Si demain on décide de ne pas automatiser une prise de décision, comme le fait qu'un robot engage un combat sur un théâtre des opérations, ce n'est pas une question d'IA. L'IA lui permettra peut-être d'aller plus loin dans la compréhension de son environnement, mais c'est qu'au bout d'un moment, on a codé que le robot, mécatronique, électronique, comme vous voulez, engage une action. Donc, la limite, comme disait Einstein, il est sûr que la bêtise humaine est infinie, et avec l'IA, on pourra exploiter ce potentiel, quoi. D'autres questions? Tout au fond, il y a des bras qui... Tout à l'heure, vous avez parlé d'un socle technologique qui s'appauvrit. Quelles en sont les raisons? C'est le fait qu'il faille investir beaucoup de moyens, et du coup, il n'y a pas un grand nombre d'acteurs. C'est quoi le... Merci pour la question. C'est que, bien évidemment, je côtoie les gens d'IBM, Microsoft et autres toute la journée, donc s'ils étaient là, ils ne seraient pas contents. Ils auraient raison. Il faut voir que ces acteurs-là sont là pour vendre des services web. Donc, ils ont intérêt à trouver le service web qui marche le mieux pour le plus grand nombre. Et regardez, en France, on a une culture de la linguistique et du traitement de texte qui est absolument incroyable. Et une fois de plus, Golem, c'est un bon exemple. Toutes ces technos-là, elles ne sont pas forcément visibles. Et donc, si demain, dans les entreprises, on commence à concevoir des solutions, on se dit « je veux que ce que proposent les grandes plateformes », on va utiliser les briques qu'ils nous proposent. Ces plateformes-là, elles n'ont qu'une vocation, c'est vous faire consommer du temps machine derrière. Donc du coup, elles n'ont pas intérêt à avoir N possibilités de traitement pour faire de la classification de texte, l'extraction d'entités nommées. L'extraction d'entités nommées, c'est la capacité, par exemple, à trouver des pays, des personnes dans des textes. Quel est l'intérêt pour une grande entreprise, sans la nommer, de traiter toutes les villes, toutes les entités nommées? Au bout d'un moment, ils vont prendre le socle commun, le plus petit dénominateur commun, et puis on a une espèce de paupérisation. Et c'est nos usages qui vont les amener sur d'autres approches. Je prends l'exemple des systèmes experts, qui est l'IA de papa, comme on dit en anglais. C'est l'idée de pouvoir décomposer n'importe quel problème en règles qu'on va jouer automatiquement. Je trouve que les plateformes des grands éditeurs adressent très mal ce besoin. Donc on adresse de plus en plus les problèmes qui devraient être traités par des systèmes experts parce qu'on a des experts qui ont une connaissance qui peuvent l'expliciter. Et bien, vu qu'on n'a pas la bonne clé, on va utiliser l'autre clé, la seule qui est disponible. Il me fallait une clé de 13 et on ne me propose qu'une clé de 12 ou un tournevis. Je vais penser le monde avec le tournevis. Et c'est assez fourbe la façon dont ça se fait parce que voilà, j'ai un abonnement à telle plateforme, j'ai telle brique et je fais que ça. Et ça se voit d'ailleurs quand on regarde un travail de data scientist. C'est encore une belle illustration tout à l'heure. Regardez la diversité des frameworks utilisés, la diversité des technos. Et après, quand on dit on veut le mettre en production dans un grand groupe, normalement, c'est vrai, mais normalement, il faut tourner en tel cadre. Et du coup, on réduit le terrain de jeu, quoi.
Et quand on veut déporter l'expertise d'une entreprise ou d'une personne dans ces technos, je pense que c'est assez dangereux. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Quelle serait la solution pour contrer cette pauvreté technologique? Être curieux. Regardez, il y a plein d'éditeurs incroyables qui proposent des choses incroyables. Il faut les aider, il faut les booster. Il y en a plein. 2, tester. On peut assembler, il faut aller les voir. Et je pense que si vous êtes là ou vous n'êtes pas, on n'est pas à Vivatech. Donc du coup, si vous êtes là, c'est bien que vous savez qu'il y a des choses qui se passent ailleurs que sur sous les projecteurs. Tester et découvrir quoi. Le vivier d'éditeurs, de technologies en France, c'est juste incroyable. Rien qu'en France, hein, donc à l'échelle mondiale, il y en a plein, quoi. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation de AI dans les fabrications, dans les lignes de production? Oui, alors est-ce qu'il faut forcément le micro pour répondre? C'est mieux. C'est... Alors, au niveau de la production, il y a plein d'exemples. Les exemples les plus rigolos en ce moment, c'est il y a une boîte américaine dont le nom m'échappe qui fait du shampoing sur mesure. Et en fait, ils utilisent un modèle de classification pour dire tel utilisateur il est dans telle catégorie, donc je vais lui assembler tel élément du shampoing. Donc on peut faire du sur-mesure sur les produits. Mais quand on dit l'utilisation de l'IA dans la production, ça peut être aussi très en amont, justement, sur compréhension de mes cibles, mon marché. Ça peut être comme Amazon pour automatiser des chaînes logistiques de production. Donc en fait, si vous regardez la robotique, comme on voit chez les constructeurs automobiles, ça consomme énormément de techniques d'IA, pas forcément du machine learning. On a souvent du machine learning quand on a besoin de comprendre l'environnement, c'est-à-dire analyse d'image, analyse du son et de signaux, mais sinon, la robotique, la programmation de robots, enfin les machines-outils, c'est pas très sexy, mais c'est juste incroyable ce dont ils sont capables de faire, quoi. Et vous regardez tout ce qui est impression 3D, le potentiel en termes de production, il est incroyable. Mais l'exemple le plus rigolo que je prends, oui, c'est les shampoings sur mesure. C'est une boîte qui cartonne aux États-Unis, qui mélange, je crois, une base de 200 éléments, ou 250, je crois, selon la base du profil, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez apparemment un assez grand passif dans l'IA. Enfin, vous avez travaillé avec beaucoup d'acteurs très tôt et vous avez accompagné pas mal de monde pendant assez longtemps. Moi, je voulais vous poser une question sur la question du progrès. De la société, de l'ensemble de la société, qu'on peut ou pas opposer à l'innovation. Alors aujourd'hui, on voit le progrès d'après moi, comme un assemblage des performances des acteurs économiques de la société. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que dans votre expérience d'accompagnement de tous ces acteurs, vous avez vu, est-ce que vous avez senti une volonté de penser l'IA comme étant vraiment intégrée de manière presque utopique à un idéal de société, à la manière dont elle pouvait réellement aider l'ensemble de la société vers un but, quel qu'il soit, ou bien est-ce que on est encore dans une concertation d'efforts plus ou moins épars et individuels plutôt de chaque entreprise qui se concentre plutôt dans son utilisation des intelligences artificielles, de ce qu'elle peut faire avec. Et est-ce que vous avez senti, est-ce que vous voyez aujourd'hui une tendance générale de la part des acteurs privés ou publics dans l'intégration de l'IA comme un véritable moteur du progrès de la société, ou est-ce que c'est pas pensé du tout et c'est quelque chose qui ne parle absolument pas aux acteurs? Question simple. Non, je rigole. J'ai envie de dire malheureusement non. Et j'aime bien cette question parce que pour une présentation que j'ai faite il y a pas longtemps, je m'étais demandé quel était l'exemple de l'IA qui pour moi est absolument top, véhicule plein de valeurs et autres. Et j'en ai pas trouvé. Alors bien sûr, je pense qu'il ne faut pas demander aux acteurs privés de penser l'IA pour des enjeux sociétaux. Enfin, c'est des acteurs privés, c'est normal. Bien sûr, dans la santé, on voit un impact incroyable grâce aux capacités et aux techniques d'IA. Quand on travaille aussi bien sur des essais cliniques
que sur la construction de molécules et autres, bien sûr, c'est plein de bonnes intentions. Mais je suis resté bloqué dans l'incapacité de donner un exemple qui avait vraiment un impact. Et je me suis dit, mais en fait, le dernier, pour moi, bon exemple, et c'est pas de l'IA, c'est Wikipédia. Et donc, c'est un peu le sens de mon intervention ce soir, c'est de dire, mais qui va s'emparer de ces technos pour penser demain à un outil aussi important que Wikipédia ? Wikipédia avait aucune bonne raison de fonctionner et devrait même plus fonctionner rationnellement, quoi. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et bien avec l'IA, à ma connaissance, et j'espère mentir, et en tout cas vous me donniez d'autres idées, mais j'ai pas trouvé de projet de société qui va dans le bon sens. On pourrait prendre l'exemple de la société chinoise qui va dans le mauvais sens, avec le flicage de tout le monde et le permis à points. Le pendant, malheureusement, j'ai pas trouvé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. C'est vraiment le sens d'aujourd'hui, c'est que les technos sont incroyables, ils sont accessibles. Pour quelques $, vous pouvez avoir accès à un serveur, à ses algos, monter un proto, mobiliser les gens. Enfin, si vous êtes la source, c'est que ça parle. Enfin, je pense que c'est le momentum est le bon, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de projet où je me dis on va vraiment changer la société avec ça. Voilà. Ah, je crois que le maître du temps a dit stop. Alors, merci, je vais devoir m'éclipser, mais n'hésitez pas à prendre les coordonnées.